Hello, good morning, ladies and gentlemen, viewers of the African television, and welcome to yet another edition of Health Updates on the African television. My name is Diana Joyce Ngwang, and I am happy to count you amongst our viewers of today. Today we are talking about a sensitive topic which has become quite popular in Cameroon, but also the world at large. It is prostate cancer. What is it? What are the causes? What are the symptoms and manifestations? But also, how do we avert prostate cancer, or how do we treat prostate cancer? Those are the questions we will be answering today with our doctor in the person of Dr. Tatop Cyril Thibault. He is again with us today, but we will only be meeting him right after this transition where Viviane Molo sets the pace. Causée par une bactérie appelée bacille de Koch, la tuberculose, maladie infectieuse qui touche généralement les poumons, continue de faire des ravages dans le monde entier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 10,6 millions de nouveaux cas sont enregistrés, soit 1,3 million de décès par an. Au Cameroun, elle demeure un problème de santé majeur. Plus de 22 000 personnes sont infectées, dont 51% pour la plupart sont les enfants de moins de 14 ans. L'estimation de l'OMS, nous devrions être chaque année autour de 47 000 cas, toutes formes confondues de tuberculose. Mais malheureusement, nous nous notifions chaque année qu'autour de 25 000. Au sein de ces patients-là qui ont développé, on va dire, l'inobservance thérapeutique, c'est au sein de ces patients qu'on a des malades multirésistants. Les collègues sur le terrain sont assez formés pour d'abord tester et voir s'ils sont encore éligibles au traitement de la tuberculose sensible. Et sinon, on va devoir les soumettre sous un régime plus complexe. Notons qu'au moment où le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer cette journée, il est encourageant de constater que 90% des patients co-infectés par le VIH et la tuberculose bénéficient d'un traitement approprié. Disponibilité et surtout cette gratuité des anti-tuberculeux est une manifestation réaffirmée de la volonté de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, à conforter les politiques de gratuité qui aboutissent aujourd'hui à la couverture santé universelle. Cette journée promeut les efforts de lutte contre cette maladie. Prendre conscience de la valeur d'une vie, sensibiliser à la protection de celle-ci dès la gestation, voilà ce que vise l'instauration de cette journée mondiale, très souvent associée à l'Annonciation. Au-delà de cet ancrage religieux, cette célébration est l'occasion de parler de ces pratiques qui mettent non seulement en mal, mais aussi et très souvent fin à des vies humaines. L'avortement déjà est interdit au Cameroun. Il y a les risques d'infertilité, et si l'enfant n'est pas totalement sorti, que l'enfant continue à évoluer, à grandir dans le ventre, il y a des risques de malformation congénitale. Il y a aussi des complications physiques, mentales. Célébrée le 25 mars de chaque année, elle est aussi un arrêt pour promouvoir la dignité des enfants à naître, une dignité qui commence par le droit à la santé. Et cette santé se façonne lors des visites prénatales ou CPN dans le jargon médical. L'OMS conseille de commencer les visites prénatales à 12 semaines. Mais déjà, une femme enceinte, surtout les premiers pas, quand tu découvres que tu es enceinte, tu dois aller commencer les visites prénatales pour un bon suivi de ta grossesse et pour l'évolution de ton fœtus et de ton futur bébé. Lorsque les mamans refusent de faire les CPN, il y a d'abord un problème de moyens financiers. Elle va te dire non, je viens d'accoucher, non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas si vraiment, non, c'est pas ça. J'avais fait tous ces examens-là. Et elles ne savent pas que chaque grossesse vient avec ses problèmes. Donc, si je ne fais pas de visite prénatale normalement, si je ne fais pas mes examens, mon bilan, je peux courir beaucoup de complications, beaucoup de malformations congénitales.
S'il est vrai que le coût de ces visites prénatales est encore une pilule amère dans certaines régions au Cameroun, le prix des pilules et autres méthodes contraceptives, lui, ne fait aucun débat. Cette journée mondiale de l'enfant à naître soulève donc inévitablement des débats éthiques et sociétaux. D'un côté, elle est perçue comme un moyen de défendre le respect de la vie humaine. D'un autre, elle alimente les discussions sur l'IVG et les droits des femmes. Welcome back, and thank you, Viviane, for setting the pace on today's edition of Health Update on the African Television. As I told you at the very beginning, today we receive a medical doctor in the person of Dr. Tatop Cyril Thibault. He is again with us right the way, or all the way from Italy, where he is exercising this profession, which is second to God, according to Health Update. Being a medical doctor is being second to God. Dr. Thibault, good morning and welcome. Good morning, Dinah, and thank you once again for your invitation. How are you doing? I'm doing good. I'm doing fine. I am enjoying our wonderful country, and I am very happy to be here again. Thank God. I see on your cap, On dit merci, doctor, and we have been having you on our tips, On dit merci, doctor. Thank you again for always being part of us. Thank you for taking at heart the health issue. Very well. Let's dive straight into the subject matter. Today we're talking about prostate cancer. But then, if we set the base, what are we talking about? C'est quoi le cancer de la prostate en termes? Alors, déjà, je vais vous demander de m'excuser parce que avant d'arriver au cancer de la prostate, j'aimerais qu'on parle rapidement de quelque chose qui est l'hypertrophie de la prostate. Parce que très souvent, avant d'arriver au cancer de la prostate, on a une première phase qui très souvent est appelée l'hypertrophie de la prostate. Alors, c'est déjà très important de situer de quoi nous sommes en train de parler parce que quand on parle de la prostate, c'est un organe qui est présent uniquement chez l'homme. Ça veut dire que les femmes ne vont pas avoir les pathologies ou les maladies qui sont les maladies de la prostate. Alors, la prostate, c'est un organe qu'on va retrouver en dessous de la vessie. Ça veut dire la vessie, c'est cet organe-là qui contient les urines. Et en dessous de cette vessie-là, on va avoir cet organe-là qui est appelé la prostate. Alors, chez l'homme, très souvent, à partir de l'âge de 50 ans, c'est vraiment l'âge à laquelle on a beaucoup plus de probabilité d'avoir le cancer de la prostate, mais surtout l'hypertrophie de la prostate. Alors, comment est-ce que se manifeste ce problème-là? Très souvent, ça va être des hommes, comme on a dit, à partir de l'âge de 50 ans, qui vont avoir certains symptômes qui sont premièrement le fait de se lever plusieurs fois la nuit pour aller uriner. Ça veut dire que, et ceci est valable aussi, c'est une information que je donne qui peut être utile aussi pour les femmes. Ça veut dire que si vous êtes à la maison avec votre époux et vous constatez que, effectivement, que la nuit, il doit se réveiller 3-4 fois pour aller uriner, ça c'est déjà un signe très important qu'il faut faire des contrôles. Alors l'autre problème très souvent qu'on va rencontrer, ce sont des personnes qui vont aller uriner et après avoir uriné, ils vont verser le reste des urines dans les Bermudas. Ça veut dire qu'ils ne réussissent pas à vider complètement la vessie. Donc ça, c'est un autre signe d'alerte très important. Donc si vous êtes un homme, surtout au-delà des 45 ans, et vous constatez que quand vous faites pipi, après avoir uriné, vous remarquez que le reste finalement se verse dans les Bermudas, ça c'est déjà un autre signe très très important. Autre chose qui est le troisième signe que nous observons très souvent chez ces hommes-là, c'est qu'on va se rendre compte que le jet ou bien la pression de l'urine a beaucoup baissé. Ça veut dire Est-ce que ce n'est pas normal qu'à un certain âge, ça commence à se rapprocher? Oui, c'est tout à fait normal, mais le problème chez ces hommes-là, c'est que finalement, ça baisse tellement qu'on urine entre les jambes. Ok, on urine vraiment entre les jambes, ça veut dire qu'on n'arrive même pas à projeter l'urine à quelques centimètres. On est obligé d'uriner entre les jambes. Donc, quand on a ces trois symptômes-là, c'est déjà très important de savoir qu'on peut être en début de phase d'un cancer de la prostate, mais plus probablement encore, on peut avoir une hypertrophie de la prostate. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi l'hypertrophie? Alors, l'hypertrophie de la prostate, c'est tout simplement le fait qu'on a la prostate qui devient tellement grand en dimension. Exactement. Alors, c'est important de rappeler que c'est quelque chose qui est, en médecine, on va dire que c'est physiologique. Ça veut dire qu'avec l'âge, c'est normal que la prostate augmente un tout petit peu en dimension.
Mais le véritable problème, c'est que quand ça augmente beaucoup trop, ça devient un problème parce qu'on a tous ces symptômes qu'on a vus qui parfois peuvent être très désagréables pour le patient. Ce qui nous mène donc à notre prochaine question, c'est quoi les causes? Est-ce que c'est seulement l'âge? Alors, on a bien évidemment l'âge et on a un sujet sur lequel vous me connaissez, sur lequel je tape souvent très fort, qui est le style de vie. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, finalement, on est très souvent responsable de tout ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas une hygiène de vie irréprochable. Ça veut dire qu'au-delà de l'âge, on va avoir aussi le style de vie, ce qu'on mange, l'activité physique. Quand on ne pratique pas l'activité physique, on s'expose à tout type de cancer et on va voir pourquoi, donc éventuellement aussi le cancer de la prostate. Et on a aussi bien évidemment le facteur héréditaire. Ça veut dire que si j'ai un papa qui a eu le cancer de la prostate, je suis déjà beaucoup plus exposé aussi à avoir le cancer de la prostate. Et c'est pour ça que quand on va voir ce qu'il faut faire, je vais dire clairement à tous ceux qui ont un membre de la famille qui a déjà eu un cancer de la prostate ou bien un quelconque problème de la prostate, de commencer à faire des contrôles à partir de 45 ans. Au lieu de 50 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, si on n'a pas 50 ans, si on n'a pas 45 ans, on ne peut pas avoir la prostate? Le cancer de la prostate ou une hypertrophie? Parce que la prostate, c'est un organe, vous avez dit. La prostate, exactement, c'est un organe, Daïna. Le problème, c'est que c'est un cancer qui est très fréquent chez les personnes qui ont déjà à partir de 50 ans, ou ceux qui n'ont pas de membres de la famille qui ont déjà eu ce problème. Qui ne sont pas prédisposés. Exactement. Et à partir de 45 ans pour ceux qui sont prédisposés. Maintenant, la science n'a jamais un pourcentage à 100%. Ça veut dire que c'est possible aussi de retrouver des personnes plus jeunes. On en a eu des cas. 30, 20, 25 ans, c'est bien possible, mais c'est très, 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 très rare. OK, donc ça veut dire que très souvent, les patients que nous suivons sont des patients qui ont déjà la cinquantaine. Oui, la cinquantaine. D'accord. Parmi ces cancers-là, est-ce qu'il y a des différents types et des différents stades de cancer de la prostate? Effectivement, il y a des différents types et des différents stades. Et pour parler des stades, c'est important de dire que pour éviter d'être diagnostiqué à un stade trop avancé, nous allons toujours demander aux hommes à partir de 50 ans, que vous soyez prédisposé ou pas, de commencer à faire un contrôle qu'on va appeler le PSA. Donc le PSA, c'est le contrôle que tout homme doit faire à partir de l'âge de 50 ans. C'est très important, quelles qu'en soient vos origines, quelle qu'en soit votre histoire de famille, à partir de 50 ans, si vous êtes un homme, vous allez à l'hôpital et vous demandez de faire le PSA. Le PSA, c'est quoi? C'est un examen qui est fait, c'est très rapide, très facile, on vous prélève un peu de sang et à partir de là, on réussit à comprendre si vous avez des valeurs qui sont préoccupantes. Ça veut dire que à partir de là, on commence à comprendre si vous êtes quelqu'un qui peut éventuellement avoir un cancer de la prostate. Maintenant, quand on arrive aux différents niveaux de ce cancer, on a bien évidemment la phase initiale où, quand on fait le diagnostic, c'est très simple parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de thérapies qu'on peut proposer qui peuvent être résolutives. Et on va les voir, je pense, très bientôt. Et on a éventuellement le stade intermédiaire où on a des symptômes qui rendent difficile le quotidien du patient. Et on a la phase finale où on commence à parler des métastases. Ça veut dire que le cancer n'est plus uniquement au niveau de la prostate, mais finalement, on retrouve ce cancer même au niveau des os et parfois même au niveau du cerveau. Le cancer de la prostate peut-il être prévenu? Bien évidemment, le cancer de la prostate peut être prévenu, surtout déjà premièrement en faisant le PSA. Le PSA parce que comme nous avons vu, ça permet de comprendre tôt, mais éviter absolument le cancer de la prostate, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de dire, moi quand j'ai commencé les études de médecine, j'étais en première année et nous avons un professeur qui a fait des études aux États-Unis, il était au Canada, il était en Asie et il avait écrit un article en citant les différentes causes des cancers. Quelques années après, il a refait un article où il disait le cancer, c'est la malchance. Pourquoi il a dit cela? Et je parle d'un professeur vraiment de renommée. Mais il a dit cela parce que finalement, aujourd'hui, même quand on a des patients qui arrivent à l'hôpital et qui nous demandent « Mais docteur, pourquoi est-ce que j'ai le cancer ?» C'est une question qui est très difficile à répondre. Au Cameroun, on dit qu'on lance le cancer. Bon, ça me fait un peu rire parce que
bien évidemment, on a la partie mystique qui parfois chez nous prend le dessus sur la partie scientifique. Mais je pense que en tant que scientifique, je dois parfois faire semblant justement de ne pas croire au côté mystique, bien que ça existe, parce qu'il faudrait donner aux personnes les informations nécessaires pour pouvoir éviter déjà à leur niveau. Et comment est-ce qu'on évite? On évite en ayant déjà une hygiène de vie, je répète, irréprochable. Ça veut dire que, comme j'ai l'habitude de dire pendant mes conférences, quand vous avez déjà un certain âge, vous ne devez plus manger quelque chose parce que c'est bon. Exactement. Mais vous devez manger quelque chose parce que c'est bon pour votre santé. J'ai l'habitude de dire que l'homme a 2 cycles de vie. Dans notre contexte, on va dire de 0 à 80 ans. Ça veut dire que les premiers 40 ans, un homme peut se permettre de dire « je sors le soir avec des amis, je peux boire 6, 7 bières, je me bois une bouteille de whisky, je mange du porc braisé avec de la mayonnaise, etc. etc. » Mais à partir de 40 ans, un homme, tout ce qu'il mange, il doit d'abord réfléchir, il doit se demander est-ce que c'est nocif pour ma santé? Parce que sinon, finalement, on n'arrive pas à finir le second cycle de la vie. Donc, éviter, c'est avoir l'hygiène de vie. Donc, commencer à consommer de moins en moins d'alcool parce que l'excès d'alcool favorise l'inflammation et donc favorise le risque d'avoir ce cancer-là. L'excès d'aliments riches en cholestérol, donc on va avoir l'excès de mayonnaise. Vous avez un problème particulier avec la mayonnaise, même dans vos vidéos. Oui, alors j'ai un problème particulier avec la mayonnaise parce que c'est un aliment que finalement on retrouve dans presque tous nos repas qu'on aime. Ça veut dire que quand vous mangez du poisson braisé, vous allez utiliser de la mayonnaise, le porc braisé, un peu de mayonnaise, le soya, un peu de mayonnaise. Il y a des personnes, mais pour faire une petite parenthèse, on était à l'internat et à cette époque, on mangeait la mayonnaise avec du riz, avec un peu de tout. Mais ce sont des aliments qui sont très délicieux, mais qui finalement, comme j'explique toujours... Parce que tout ce qui est bon dans la bouche n'est pas bon pour le corps. Exactement, parce que la mayonnaise particulièrement, qu'est-ce qu'elle va faire dans notre organisme? On a nos vaisseaux sanguins, que je dis, c'est comme des tubes qui alimentent les différents organes de notre corps. Vous devez imaginer que les vaisseaux, c'est comme les tuyaux dans lesquels l'eau circule. Si vous imaginez qu'à l'intérieur de ces tuyaux-là, on accumule la saleté, ça fait que l'eau circule avec plus de difficultés. Donc, c'est ce qui se passe quand on consomme les aliments comme trop de mayonnaise. On va avoir ces vaisseaux sanguins qui vont peu à peu se boucher. Et finalement, on a les organes qui ne sont pas alimentés suffisamment. On a la probabilité par la suite d'avoir des cancers, d'avoir des arrêts cardiaques, etc. Donc, c'est pour ça que je tape beaucoup fort sur ces aliments-là, bien que ces aliments soient très délicieux dans la bouche. Est-ce que le cancer de la prostate fait mal? Oui, le cancer de la prostate commence à faire mal très souvent quand on est à une phase très avancée. Okay? Parce que quand nous sommes au début, on peut avoir des symptômes comme ceux qu'on a déjà vus. On peut avoir des symptômes aussi comme la présence de sang dans l'urine, ça c'est très fréquent. Donc si vous êtes un homme âgé et vous commencez à constater que très souvent quand vous allez uriner, vous avez la présence du sang, c'est un signe aussi très important. La douleur très souvent va arriver quand on est à une phase un peu avancée. Et très souvent ça va être une douleur très importante quand on va uriner. Ça va être une douleur très importante au niveau des articulations. Parce que malheureusement, quand on commence à avoir des douleurs, c'est très souvent l'indication qu'on a d'autres parties du corps humain qui commencent à être intéressées. D'accord. Parlons des options de traitement. Quelles options s'offrent à ces patients-là qui souffrent du cancer de la prostate? Alors, les options que nous avons aujourd'hui, on a plusieurs options. On a la première option qui est celle pharmacologique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a les thérapies, la chimio qu'on peut administrer à ces patients-là. On a la radiothérapie qui est le simple fait de bombarder la prostate avec des rayons pour permettre d'aller localiser et de tuer les cellules cancérogènes. Ce qui ne crée pas autre chose après? Daina, ça c'est une question piège parce que finalement en médecine, tout ce qu'on fait, on essaie de mettre exactement, on essaie juste de mettre sur la balance, on se dit quelles sont les répercussions et quel est l'avantage qu'on tire de cette méthode-là. Donc finalement, quand on a beaucoup plus d'avantages, on va aller vers cette solution qu'on propose. Et aussi, on a l'intervention chirurgicale qui, pour nous, reste la meilleure des solutions. Pourquoi? Parce que chez ces patients-là, on va tout simplement retirer la prostate et on n'en parle plus. Donc quand on réussit à diagnostiquer le cancer de la prostate très tôt,
qu'est-ce qu'on va faire chez ces patients-là, surtout s'ils ont déjà un certain âge, s'ils n'ont plus l'envie de procréer, on va proposer... Justement, c'est ce que je voulais poser comme question. Est-ce que la prostate n'est pas importante? C'est très important pour qui veut procréer. Voilà. Parce que finalement, c'est un organe, comme nous l'avons vu, étant en dessous de la vessie, contribue beaucoup dans la formation et dans la conservation de ce qu'on va appeler les spermatozoïdes. Ce qui fait que finalement, quand un homme a déjà eu ses enfants et n'a plus le souhait d'avoir d'autres enfants, on peut proposer effectivement de faire une intervention par laquelle on va retirer absolument la prostate. Et là, on n'en parle presque plus. C'est vrai que chez ces patients, on va toujours conseiller de faire des contrôles parce que parfois, on retire tout la prostate et que ça a déjà attaqué quelque part, effectivement. Donc, chez ces patients, très souvent, on va demander de faire une résonance magnétique à 6 mois. Donc, pendant l'année qui va suivre, ces patients vont faire une résonance magnétique pendant 6 mois. Ensuite, si on ne trouve rien, on va allonger à 1 année. Par la suite, on part à 2 ans. Et dans la plupart des cas, on commence à faire un truc sur peut-être 4-5 ans sans se préoccuper. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des comprimés qu'on peut prendre avant d'arriver à l'option de la chirurgie? Est-ce qu'il n'y a pas de médicaments qui peuvent baisser la grosseur de l'inflammation de la prostate? Alors, disons que si on parle d'inflammation uniquement de la prostate, on a des médicaments qui peuvent jouer beaucoup sur cette inflammation-là. Par contre, quand on parle du cancer de la prostate, ça devient beaucoup plus compliqué. Disons que nous avons des comprimés, mais c'est beaucoup plus complexe parce qu'on a des comprimés biologiques, on a la chimio, on a beaucoup de comprimés. Mais disons que c'est un terrain qui est beaucoup plus complexe comparé à d'autres que nous avons analysés. Pour nous, médecins, c'est beaucoup plus facile de retirer la prostate. C'est beaucoup plus facile d'utiliser les rayons. C'est beaucoup plus difficile la partie avec les comprimés parce que les comprimés, très souvent, ont des effets secondaires qui sont beaucoup plus... Exactement, mais des effets secondaires qui sont beaucoup plus difficiles à gérer parce qu'on va avoir un système immunitaire qui va commencer à être très défaillant, ce qui fait que ces patients vont être exposés par la suite à des infections banales. Donc, quand on peut, on essaye de proposer autre chose que les médicaments. Et est-ce qu'il n'y a pas de conséquences? Est-ce qu'il y a des fois que ça rate l'opération ou l'intervention chirurgicale? Est-ce qu'il y a des fois que ça rate? Alors, disons que c'est très difficile de rater une opération comme ça pour un chirurgien qui a déjà des années d'expérience. Parce que finalement, c'est clair que c'est une zone qui est un peu délicate. Oui, parce que si ça se perce, et si ça, et si ça, et si ça. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. La prostate, en soi, on n'a pas cette crainte-là. Disons que notre plus grosse préoccupation quand on fait ce type d'intervention, c'est de ne pas lésionner les nerfs qui contrôlent l'érection et qui contrôlent... Mais après 50 ans, on a besoin d'érection. Pourquoi encore? Mais après 50 ans, un homme, c'est à 50 ans qu'un homme commence à être... à vraiment prendre du plaisir de ce côté-là. Mais vraiment, de façon plus sérieuse, je dis, quand on fait cette opération, c'est notre plus grande crainte de ne pas endommager ce nerf. Et aussi le nerf qui va contrôler le fait de pouvoir uriner. Parce que sinon, après, on a une personne à 50 ans qui doit porter des couches et ce n'est pas agréable. Donc, disons que c'est notre plus grand souci quand on fait ce type d'intervention. Mais sinon, je répète, en général, ça se passe assez bien parce que c'est une intervention qui est assez connue, assez pratiquée. Donc, très souvent, on n'a pas de gros soucis. D'accord. Parlons donc de ces options de traitement. C'est vrai que vous ne croyez pas en beaucoup de choses qui ne sont pas scientifique, entre guillemets. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du manioc qu'on fait bouillir avec la marmite ouverte? Et que quand tu manges ça tout le temps, ça guérit cette maladie-là. Alors, ça c'est un sujet très intéressant parce que moi, j'ai l'habitude de dire à tout le monde qui m'écoute, faites très attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Faites vraiment, vraiment très attention. Parce que parfois, on suit des conseils qui nous mènent à des conséquences irréversibles. Alors, une fois que je dis ceci, c'est important de rappeler quand même que la médecine occidentale n'a pas la solution à tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des pathologies où nous, on se trouve butés. On n'a pas de solution à proposer aux patients. De l'autre côté, on a une médecine traditionnelle qui, parfois, apporte des solutions à ces patients-là.
Mais la vérité, c'est qu'il faut faire beaucoup attention parce que de l'autre côté, on a une médecine traditionnelle qui n'est pas réglementée. Ça veut dire que Monsieur Paul vient et on... Mais peut-être qu'il a ses preuves. Parce qu'il y a des patients qui disent « Bon, j'ai essayé, hein, j'ai mangé le manioc là pendant 1 mois et c'était pas peut-être un cancer, peut-être une hypertrophie. Oui. Et après, je suis allée faire le contrôle. Je fais plus tellement pipi la nuit. Je suis allée faire le contrôle et on m'a dit que ma prostate a baissé. Est-ce que c'est que quand tu crois en quelque chose, ça finit par se manifester? Oui, alors il y a la croyance aussi qui est très importante dans la thérapie qu'on suit. En effet, en science et chez nous en médecine, il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. Ça veut dire que parfois, on a des patients à qui on administre une thérapie qui n'est pas forcément la thérapie pour le mal que le patient a, mais parce que le patient croit fermement que cette thérapie va fonctionner, on a des résultats incroyables. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Le côté croyance et le côté être sûr que ça va fonctionner. Scientifiquement, c'est prouvé. Maintenant, quand on revient à la médecine traditionnelle, ce que je disais, c'est quoi? C'est que quand nous avons Paul qui vient parce qu'il a un problème et on prescrit, je prends très souvent l'exemple de la typhoïde, qui est une maladie qu'on réussit difficilement à contrôler dans notre environnement. Et on a la médecine traditionnelle Vous dites que prendre la Guinée, c'est un peu de sardine là. Mais bien sûr, on a la médecine traditionnelle qui clame haut et fort qu'elle réussit à traiter cette pathologie-là. Ce que moi je dis très souvent, c'est que quand on a Paul qui vient, on donne un bidon de médicaments. On a Jeannette qui vient, on donne un bidon de médicaments. Finalement, on ne sait pas si Paul est diabétique. On ne sait pas si Jeannette a des ulcères gastriques. Ça veut dire que finalement, on peut être en train de traiter effectivement, dans notre cas, l'hypertrophie de la prostate, mais finalement, on envoie Paul... autre chose. Exactement, on envoie Paul finalement à faire une opération chirurgicale parce qu'il a l'estomac perforé et finalement, c'est une condition qui est beaucoup plus dangereuse parce que ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un homme à 70 ans, vous pouvez être tranquille que vous n'allez pas mourir et vous avez un cancer de la prostate, ce n'est pas ce qui va vous tuer. Ce qui va vous tuer, c'est le nombre de biais et peut-être des maladies cardiovasculaires. Ça veut dire que nous sommes en train de parler finalement d'un sujet qui est important, mais on doit toujours faire attention parce que essayer de traiter ce sujet qui est important avec des solutions comme ça, finalement, ça peut créer des problèmes qui sont encore plus importants. Dans notre affaire de manioc, là, ça ne fonctionne pas. C'est ça la conclusion? La conclusion, c'est qu'il faut faire très attention. Merci, docteur. Mais bon, est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui viennent d'être diagnostiqués soit d'un cancer ou alors d'une hypertrophie de la prostate? Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'être très serein en ce qui concerne le cancer de la prostate. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez bien compris, le cancer de la prostate, c'est une maladie qui aujourd'hui est connue. C'est une maladie qui aujourd'hui a beaucoup de solutions et donc vous devez être vraiment tranquille parce que malheureusement, très souvent, des personnes même décèdent parce qu'on est trop préoccupé. Donc, c'est une maladie qui est contrôlée. Maintenant, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous suivre par des professionnels de la santé. Suivez les conseils qui sont donnés. Et tenez-vous tranquille que très souvent, on ne meurt pas parce qu'on a un cancer de la prostate, mais on meurt pas pour autre chose. Donc vraiment, c'est une pathologie qui finalement ne doit pas faire peur. C'est important de parler de ce sujet parce que ça permet d'être conscient, de savoir, je répète, s'il y a une chose que vous devez retenir, une chose que vous devez dire à votre papa, quand vous rentrez à la maison ce soir, c'est demander à papa, il a déjà plus de 50 ans, est-ce qu'il a commencé à faire son PSA? Ça, c'est la chose, pour moi, la plus importante que vous devez retenir après cette émission-là. Parce que finalement, c'est ça qui nous permet de dire, vous êtes déjà à risque, allez faire l'échographie, allez faire un scanner ou bien allez faire une résonance magnétique. Donc, c'est très, très important. Merci, docteur. J'espère que vous avez compris, mesdames et messieurs, surtout messieurs. J'espère que vous avez compris et que vous allez faire vos examens. Allez à l'hôpital. Dès que vous vous sentez un peu mal, même avant de vous sentir mal, il faut aller à l'hôpital dès que vous avez 45, 50 ans, surtout si vous êtes prédisposé. Mesdames et messieurs, juste derrière, retrouvons Valérie Naesomba. Elle a les astuces de la semaine. Les vergetures touchent une grande partie des femmes, notamment au cours de la grossesse, qui engendre une prise de poids et donc un étirement cutané important sur certaines zones. En anglais, c'est plus compréhensible. En anglais, c'est stretch mark.
c'est-à-dire la marque d'étirement. Ça veut dire au fait que ta peau s'étire. Ta peau s'étire et les cellules se fendent. Ce n'est que ça. Les vergetures peuvent également apparaître chez les hommes lors d'une prise de poids. L'apparition des vergetures peut aussi se traduire par l'utilisation abusive de mauvais produits cutanés. Impossible d'être éliminées entièrement, lorsqu'elles sont installées, il existe plusieurs solutions naturelles pour rendre moins visibles les vergetures sur les zones touchées. Qui fait disparaître les vergetures? Il n'y en a pas. Mais il y a des produits qui peuvent améliorer l'apparence des vergetures. L'avocat, essentiel en matière de régénération cutanée, il peut être utilisé pour traiter les vergetures. Il suffit d'écraser un demi-avocat à l'aide du dos d'une fourchette avant de l'appliquer sur les zones concernées. Laissez reposer pendant 15 minutes et rincer à l'eau claire. Vous pouvez réaliser cette action 2 à 3 fois par semaine. L'huile de rose, souvent recommandée aux soins cutanés pour venir à bout des cicatrices, l'huile végétale de rose est un allié pour réduire les vergetures. Pour cela, faites chauffer quelques gouttes, versez dans ses mains le soir après une douche, puis massez les zones atteintes pendant 5 à 10 minutes. L'huile essentielle de citron, utilisée pour réduire l'apparence des vieilles cicatrices ou des vergetures. Pour l'utiliser, on pourra additionner à une crème ou une lotion hydratante à raison de 3 gouttes par cuillère à soupe. Massez délicatement la partie atteinte. Le beurre de karité, excellent pour nourrir la peau en profondeur, il fait des merveilles pour prévenir ou réduire les vergetures, surtout pendant la grossesse. Pour son utilisation, il conviendra de faire chauffer légèrement au bain-marie afin de le ramollir. Disposer sur les parties atteintes et faire des massages circulaires jusqu'à la pénétration complète. Répétez l'action 2 fois par jour. L'application quotidienne du gel d'aloe vera permet d'assurer une bonne hydratation de la peau et de réduire les vergetures. Il suffit de l'étaler sur les zones affectées et ensuite appliquer de l'huile de coco. Optez également pour une alimentation équilibrée pour vous aider à prévenir l'apparition des vergetures en misant particulièrement sur les vitamines C, A et E qui pourront accompagner le processus de réparation cutanée. Boire suffisamment d'eau permet d'avoir une belle peau et de faciliter la régénération cutanée, mais aussi de prévenir l'apparition des vergetures sur la peau. Lorsque les vergetures sont installées depuis longtemps et que les méthodes naturelles ne suffisent plus, il conviendra d'avoir recours à des méthodes plus invasives, donc plus adaptées et proposées par les professionnels de la santé. Voilà qui met fin à nos astuces cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Les conseils du docteur cette semaine encore, c'est une signature mature de notre docteur qui est déjà sur notre plateau. Et aujourd'hui, il nous parle des règles douloureuses. Bonjour docteur. Bonjour Daina. Allons-y au droit au but. Les règles douloureuses. What are painful menses? Quelles sont les causes, les symptômes, les conséquences et comment traiter? Alors, on va aller très droit au but. Les règles douloureuses, tout simplement, c'est avoir mal quand on a ces règles. Donc, c'est très facile. Le fait d'avoir une douleur qui résiste finalement à des antidolorifiques classiques. Ça veut dire que vous pouvez avoir mal, mais si vous prenez par exemple du paracétamol et ça passe, vous n'entrez pas forcément dans la catégorie des femmes qui ont des règles douloureuses. Si par contre, vous avez des règles très douloureuses qui sont résistantes à la thérapie classique, donc du paracétamol ou bien du Spasfon? Oui, ou bien même encore des anti-inflammatoires comme l'ibuprofène. Et vous avez une douleur qui persiste. Alors là, vous pouvez être classifié parmi les femmes qui ont des douleurs ou bien des règles douloureuses. Maintenant, quelles sont les causes? On a une multitude de causes. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelques-unes de ces causes-là. Alors, on a ce qu'on va appeler l'endométriose, qui est très souvent la première cause des règles douloureuses. Quand on dit l'endométriose, c'est tout simplement le fait qu'on a les cellules qui se retrouvent au niveau de l'utérus qui vont être un peu distribuées un peu de partout. On peut avoir le sujet qu'on a vu la dernière fois qui sont les fibromes utérins qui causent très souvent des règles douloureuses. On peut avoir la présence de kystes ovariens qui peuvent aussi causer des règles douloureuses. Ça peut aussi être transmis de mère à enfant.
Les règles douloureuses, non. Alors, les causes des règles douloureuses peuvent être héréditaires, mais pas toujours de mère à enfant. Parce que quand on dit de mère à enfant, il y a des pathologies qui sont transmises. Par exemple, le VIH-Sida, pour situer un peu, peut être transmis de mère à enfant. Mais les règles douloureuses ne peuvent pas être transmises de mère à enfant. Donc, on a toutes ces différentes choses-là qui peuvent causer les règles douloureuses. Maintenant, une fois qu'on a compris cela, le traitement, tout simplement, c'est déjà identifier les causes. Ça veut dire que quand vous avez des règles douloureuses, vous constatez que vous avez ces règles douloureuses-là, la première chose qu'il faut faire, c'est toujours aller faire l'échographie. Parce que quand on fait l'échographie, finalement, on réussit à comprendre s'il y a un de ces cas dont nous avons cité. Et une fois qu'on identifie ces cas-là, finalement, on est capable de proposer une solution pour ces cas-là et une amélioration. Maintenant, on a bien évidemment ce qu'on peut faire au quotidien pour pouvoir améliorer les souffrances qu'on peut endurer pendant ces règles douloureuses. Par exemple, la première chose, c'est qu'on peut essayer d'être avec un plastique, on y met de l'eau tiède et on pose sous le bas-ventre. Ceci est très important parce que ça va causer un soulagement très immédiat au niveau de ces douleurs et au niveau de ces contractions-là. Donc ça, c'est déjà la première astuce. La deuxième astuce, c'est l'hydratation. Quand on a beaucoup mal, il faut boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et je parle d'eau et non de bière. Je parle d'eau et non de bière. Donc, on doit beaucoup s'hydrater. La troisième astuce, c'est qu'il faut consommer des fruits qui sont beaucoup riches en liquide. Par exemple, on va avoir la pastèque qui est très bénéfique pour ces femmes-là. Donc, quand vous avez des règles douloureuses, les fruits comme la pastèque, c'est vraiment conseillé. Donc, il faut consommer ces fruits-là. La pastèque, par exemple, on a aussi l'ananas. Donc, tous les fruits qui sont beaucoup riches en liquide, aussi les oranges peuvent être très importantes pour ces femmes-là. Donc, on va avoir l'alimentation qui va avoir un rôle très important chez ces femmes-là. La thérapie, bien évidemment, je répète, il faut toujours se faire suivre parce que ici, c'est très difficile de prescrire ou bien de conseiller des médicaments. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours avoir la patiente devant soi avant de conseiller un médicament. Il faut savoir si la patiente est allergique ou pas et comprendre la patiente avant de conseiller un quelconque médicament. Merci, docteur. Signature de la fin. Signature de la fin. C'était les conseils. C'était les conseils de votre docteur. On dit merci, docteur, et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci, docteur. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis right up to this moment. And I am hoping that you have definitely learned something, especially for the men. The women too were concerned with their menstrual pains. Until next week, stay glued to the programs of the African Television. Do not forget to get hooked up to us on our various social media handles, notably on Facebook at Health Update Vision 4, but also on YouTube and on X, formerly known as Twitter. The name is Diana_Ngwang. Do be blessed and stay connected to the programs of the African Television. Have a beautiful weekend and thank you for watching.